Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Donc on en était à l'équation différentielle du pendule, pardon, du système masse-ressort avec frottement linéaire. Frottement fluide. Hein, linéaire, c'est proportionnel à la vitesse. Voilà. Donc, je vous rappelle que pour résoudre une équation différentielle comme ça, il faut commencer par trouver une solution particulière. Je ne sais pas si je l'ai écrite d'ailleurs, la solution particulière. Oui, je l'ai écrite, voilà. Et ensuite, il faut rajouter à cette solution particulière la solution générale de l'équation différentielle homogène, c'est-à-dire quand on remplace tout ce qui est à droite par 0. Or, vous avez vu ça en mathématiques, donc vous savez déjà qu'il y a 3 cas de figure. Et pour différencier ces 3 cas de figure, il faut calculer le discriminant. Donc là, faites un renvoi vraiment à la page du cours de M. Béal sur la résolution de ces équations différentielles. Et moi, je suis exactement la méthode. Donc, je vais mettre moi juste voir en maths. Okay. Donc, je calcule mon discriminant. Alpha carré moins 4 km, et je suis la discussion qui a été faite en mathématiques. Donc il y a 3 cas de figure. Voilà. Donc si le discriminant est positif, j'ai 2 racines réelles que j'appelle R1 et R2. Je suppose que c'est, voilà, c'était appelé comme ça. Et donc la solution, c'est une combinaison linéaire d'exponentielles R1, R2, T. Hein, donc on est en physique, la variable c'est pas X, c'est le temps. Si delta est supérieur à 0, eh bien, l'ensemble des solutions, ça s'écrit, donc en physique, c'est Z de t ici, et c'est une combinaison linéaire, donc avec des coefficients lambda et mu qui sont des constantes, de R1t et exponentielle R2t, donc avec R1 et R2 qui sont les 2 racines réelles, où R1 et R2 sont les 2 racines réelles du polynôme caractéristique. Voilà. Donc là, c'est vraiment rien de nouveau. C'est juste appliquer, savoir appliquer le cours de mathématiques avec les notations de la physique. C'est pas Y, c'est une autre variable. Et puis c'est pas X, surtout c'est toujours le temps. Okay. Ensuite, vous avez donc le cas où delta est égal à 0. Et dans ce cas, vous devez savoir qu'on a une solution comme ça. Alors je vais l'écrire exactement de la même façon. Voilà, lambda d'abord, mu ensuite. Et donc quand vous avez delta égal à 0, ça veut dire qu'en fait vous avez une unique solution. Donc on va appeler R0. R0, T. Voilà. Donc avec R0 égale solution unique, dans ce cas-là, du polynôme caractéristique. Et puis dernier cas de figure, vous avez delta inférieur à 0. Dans ce cas-là, vous avez 2 racines complexes conjuguées. Donc en séparant les notations, mais donc R, je vais prendre les mêmes notations, donc R pour la partie réelle, oméga pour la partie imaginaire. Donc vous obtenez dans ce cas-là Z de t égale exponentielle RT facteur de une combinaison de cosinus et sinus. Alors est-ce qu'il met les cosinus d'abord? Voilà, lambda cosinus oméga t plus mu sinus oméga t. Donc avec les 2 solutions R, les solutions elles sont appelées R1 et R2. Avec R1 égale R plus I oméga, R2 égale R moins I oméga, également solution du polynôme caractéristique. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne ce genre de solution? Qu'est-ce que ça donne graphiquement? En fait, quand vous avez des combinaisons
d'exponentielle ici. Évidemment, puisque c'est de la physique, il faut se rappeler que ces combinaisons, elles ne peuvent pas diverger. Ça veut dire quoi pour R1 et R2? Diverger, donc, bah oui, vous connaissez en mathématiques, hein, elles ne peuvent pas tendre vers l'infini en physique. Donc, qu'est-ce que ça implique dans ce cas-là? Qu'est-ce que ça implique pour R1 et R2? Qu'est-ce qu'on peut en dire d'avance dans un problème de physique, si on ne s'est pas trompé? Elles sont comprises entre 0 et 1. Non, parce que même si vous avez R1 égale 0,5, quand t tend vers l'infini, exponentielle de 0,5 fois t, ça tend vers l'infini. Bon. Donc il faut que, quoi? Oui, il faut qu'elle soit négative. D'accord? Donc en physique, si vous ne vous êtes pas trompé dans votre problème, ces R1 et R2 doivent être négatives. Parce que bon, bah, c'est pas une contrainte qui existe en mathématiques, bien sûr, hein, mais en physique, il ne faut pas que ça tende vers l'infini. Donc R1 et R2 sont deux racines réelles. Bon, je vais le rajouter là. Forcément négatives, mais pas pour des raisons mathématiques. Hein, voilà. Je le mets là. Ensuite, sur cette ligne-là, alors, sur le cas delta égale à 0, il est intéressant en physique quand on veut que le système oscillant se rapproche rapidement de la position d'équilibre. On peut montrer, bon moi je ne veux pas tellement m'en servir, il y a quand même un exercice là-dessus, mais on peut montrer que c'est dans ce cas-là que le système va se rapprocher le plus vite de la position d'équilibre. Il n'y aura pas d'oscillation en fait, il y aura une sorte de décroissance exponentielle, et voilà, on se rapproche exponentiellement de la position d'équilibre. Et le dernier cas, ben, ça représente finalement, ce qui est entre parenthèses, ça représente une oscillation sinusoïdale, mais cette oscillation sinusoïdale est multipliée par un terme qui lui aussi va être décroissant, parce qu'évidemment, là non plus, vous ne pouvez pas avoir R positif, sinon tout ça, ça tendrait vers l'infini. Donc je mets ici en plus, et R négatif en physique, la partie réelle doit être négative pour qu'il n'y ait pas une amplitude qui croisse exponentiellement et indéfiniment. Voilà. Alors, donc géométriquement, à quoi ça ressemble? Ben, vous l'avez déjà sur votre polycopier. Je le montre ici. Voilà. Le dernier cas, là, vous avez une oscillation qui est amortie exponentiellement. Ça correspond à ce qu'on appelle en physique le régime pseudo-périodique. Donc vous pouvez soit couper-coller, soit y faire référence. Et moi je mets une petite flèche à droite de ce cas-là. Hein, ou alors on peut je vais le mettre, je vais le faire ici, parce que là on n'a plus de place. Donc delta inférieur à 0, c'est ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique. Donc pourquoi pseudo-périodique? Pourquoi ce mot-là? Ben, il suffit de regarder le schéma. Vous avez toujours la même durée, par exemple entre deux sommets. Entre ce sommet et celui-là, vous avez ici mettons une seconde. Ben, toutes les secondes, vous allez de nouveau arriver au sommet. On peut compter aussi bien sûr le temps qui sépare ce point-là de ce point-là. Et de ce point-là, c'est aussi une seconde. Donc il y a quelque chose qui arrive régulièrement. C'est ça ce qu'on appelle la pseudo-période. Je vous réponds, mais je l'écris tout de suite au tableau. Et donc vous pouvez peut-être l'écrire sur ce schéma. En plus, bon, cette pseudo-période qui est indiquée ici, elle est notée comme la période d'une vraie fonction périodique. C'est grand T, régime pseudo-périodique. Donc on parle de pseudo-période grand T. Et combien vaut ce grand T? Il suffit de regarder l'expression de cette oscillation amortie. Cette expression, elle fait intervenir la pulsation oméga. Donc en fait, grand T, c'est comme dans le régime oscillant, hein, sans amortissement. Grand T est donné par 2pi sur oméga. Alors, il y a une question, je ne sais plus où c'était. Oui?
R pourrait être égal à 0, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas d'amortissement. Et on retrouve exactement les oscillations qu'on avait obtenues déjà dans quelques paragraphes avant. Voilà. Donc, les autres cas de figure, ils sont représentés ici, donc avec des notations qui sont des notations uniquement de physique. Alors, je ne voulais pas prendre ces notations-là parce qu'en fait, à chaque sous-domaine de la physique, à la mécanique, dans l'électricité, on utilise des notations un petit peu différentes. Donc j'ai pas envie de vous faire apprendre par cœur un certain type de notation. Je préfère, puisque vous avez déjà fait ça en mathématiques, je préfère prendre simplement les notations des mathématiques et puis au cas par cas, vous allez regarder. L'idée de base des mathématiques, c'est trouver des solutions de type exponentielle, réelle ou complexe. Et donc, en cherchant des solutions sous forme exponentielle, vous tombez sur un polynôme caractéristique et vous avez tous les cas de figure possibles. N'apprenez pas des notations de la physique par cœur. Je vois pas tellement l'intérêt, vous l'oublieriez de toute façon. Voilà, donc oui, ce que je voulais dire quand même sur ce schéma, indépendamment des notations, c'est que dans le cas où delta est positif, on obtient ce qu'on appelle le régime apériodique. Donc je vais mettre le nom juste ici. Delta supérieur à 0. Régime apériodique. Donc tout à l'heure c'était pseudo-périodique parce que c'est pas vraiment périodique. Je rappelle une fonction périodique, vous avez un motif qui se répète indéfiniment. Là vous avez quand même une décroissance de l'amplitude de ces oscillations. Et ensuite là vous avez le régime apériodique. Donc c'est le privatif si vous voulez. A ça veut dire qu'il n'a pas de période. C'est-à-dire que vous voyez juste dans le régime apériodique là qui est en vert, vous avez juste une décroissance, une décroissance exponentielle en fait. Alors c'est pas tout à fait une exponentielle parce que voilà, vous en avez deux des termes, mais l'allure générale de la fonction, au bout d'un moment, ça ressemble beaucoup à une exponentielle. Et puis vous avez enfin le cas delta égale à 0. Et je vous disais en physique c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut rechercher pour que le système atteigne très rapidement son état d'équilibre. Et donc c'est ce qu'on appelle le régime critique. Critique au sens de entre deux comportements différents. Régime critique, voilà, donc il est également indiqué ici. C'est dans ce cas-là que la masse, mettons, accrochée au ressort, va atteindre le plus rapidement la position d'équilibre. Voilà, donc il y a juste à savoir appliquer ça. Le régime critique, c'est ce qui sépare, il arrive pour un amortissement critique qui sépare le régime pseudo-périodique du régime apériodique. Donc dans ce régime-là, on ne voit pas d'oscillation, mais si on enlève un tout petit peu de frottement, on commence à avoir une première bosse, une première oscillation. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, comme je vous ai donné, peut-être on peut faire tout de suite, parce que c'est vraiment rapide, un petit exercice d'application sur la feuille que je viens de vous donner, feuille d'exercice numéro 6, oscillateur amorti vertical. Donc allez-y, c'est vraiment une application directe de ce qu'on vient de faire. Alors, l'équation différentielle, vous n'avez pas trop à vous casser la tête, puisque vous l'avez sous les yeux, j'ai déjà écrite. Bon, en utilisant la notation Z au lieu de L, peu importe. Et le coefficient de frottement, donc des fois c'est alpha, des fois c'est lambda. Donc là j'ai dû reprendre les notations d'un certain exercice de prépa. Bien sûr, faut adapter les notations. Donc voilà l'équation différentielle. Et donc il y a plusieurs façons de résoudre cette équation. Une des façons, c'est d'introduire une nouvelle variable pour faire disparaître le terme de droite. En fait, donc c'est pas écrit comme ça explicitement, mais le terme qui est à droite, en fait, quel est le lien entre ce que je viens de souligner et la longueur à l'équilibre du ressort? Alors pas k fois L0, ça c'est pas égal à k fois L0, puisque c'est mg plus kL0. Qu'est-ce que vous vouliez dire en fait?
Initial non plus. Enfin, initial, on pourrait dire que c'est L0 initial, mais là, visiblement, c'est pas égal à KL0. Oui. Par rapport à la longueur à l'équilibre, qu'est-ce que ça représente, ce que j'ai souligné? Voilà ma question. Oui. Voilà, c'est tout simplement K fois la longueur à l'équilibre. Alors, comment est-ce qu'on voit ça? Il suffit de se dire que si on a atteint l'équilibre, ça ne bouge plus. C'est-à-dire que la longueur reste constante. Or, si la longueur reste constante, ça veut dire que l'accélération ici, et puis la vitesse, L point, elles sont égales à 0. Donc, qu'est-ce qui reste dans ce cas-là? On oublie tous les termes là, tous les termes que je cache, et il reste K fois la longueur à l'équilibre égale mg KL0. Donc, on l'a directement sous les yeux. C'est bon, tout le monde a compris? Bon, alors maintenant que j'ai ça, eh bien, j'ai juste, pour obtenir l'équation qui est en dessous, j'ai juste à regrouper L et L équilibre. Je l'écris. Ça fait donc, pour la question 2, puis après je vous laisserai faire le calcul numérique, ça fait donc M fois L2 point plus lambda L point plus K facteur de L moins L équilibre est égal à 0. Or, ceci, c'est par définition le X que j'introduis dans l'énoncé ici. Et qu'est-ce qu'on peut dire de L point, dans ce cas-là, en fonction de X? Si je pose X égale L, c'est une longueur qui varie dans le temps. Si je pose X égale L moins L équilibre, que vaut L point? X point. Hein? Donc je l'écris, puisque là, c'est pas évident, je vois bien. X égale L moins L équilibre. Si je dérive par rapport au temps, je fais X point, c'est la dérivée de L point, moins la dérivée de L équilibre, 0. J'ai X point égale L point. Et j'ai également, si je dérive une deuxième fois par rapport au temps, j'ai X2 point égale L2 point. Donc ça, c'est la même chose que X point. Et ça, c'est la même chose que x 2 points. Voilà, donc je me suis ramené, en faisant ça, je me suis ramené à une équation différentielle linéaire d'ordre 2 et homogène. J'ai plus de termes à droite, et donc il n'y a plus qu'à vérifier numériquement si ça correspond à ce qui est donné au tableau. Donc voilà, je recopie, ça nous fait m x2 points plus lambda x point plus kx égale à 0. Bon, alors allez-y, je vous laisse finir. C'est juste un petit calcul, application numérique et application du cours d'analyse. Oui. Alors, je répète l'explication. Si vous avez L égale L équilibre, ça veut dire que L ne bouge plus. D'accord ? L est constant. Si L est constant, L point vaut 0 et L2 point aussi. Donc tous ces termes sont nuls. Qu'est-ce qui reste dans l'équation? Il reste K fois L équilibre égale ce qui est ici. Donc ce qui est ici, j'ai le droit de l'appeler KL équilibre. Voilà. Ok? Allez-y, faites l'application numérique. Vérifiez qu'on tombe sur l'équation, la donnée dans l'énoncé, puis après vous vérifiez qu'on a bien la solution qui est indiquée. Voilà. Donc vous avez juste à remplacer par les valeurs numériques, et donc normalement vous avez dû vérifier que ça faisait 2 et 20 dans les unités du système international. C'est-à-dire qu'il faut convertir bien sûr les masses en kilogrammes. Ici c'est donné en grammes. Pensez toujours que l'unité du système international pour la masse, ce sont les kilogrammes. J'en vois toujours qui mettent les grammes, qui convertissent en grammes. Après, tout est faux. Quand vous écrivez force égale masse fois accélération, la masse, elle doit être en kilogrammes. Bon, alors maintenant, vous appliquez, vous reprenez si vous voulez, si vous ne l'avez pas assimilé, enfin j'espère pour vous, vous l'avez assimilé, le cours d'analyse. Enfin, vous avez il est répété, vous l'avez encore sous les yeux. Quelles sont du coup les solutions de cette équation différentielle? Donc on va en déduire x fonction du temps.
Ensuite, on va déduire la longueur du ressort en fonction du temps. Il suffira de rajouter L équilibre qu'on va calculer. Et après, on tient compte des conditions initiales. Bon, donc première étape, on calcule le discriminant. Hein, donc B carré moins 4AC. Ou est-ce que vous avez fait le discriminant réduit en maths? Ça vous dit quelque chose? Non. Donc créer discriminant. Donc B carré, donc 2 au carré moins 4 fois 1 fois 20. Donc ça fait moins 76. On est dans le cas delta inférieur à 0, donc on sait qu'on va avoir des oscillations amorties, régime pseudo-périodique. Donc on écrit les solutions. R égale moins B, donc moins 2, plus ou moins I, racine de moins delta, donc racine de 76 sur 2. Voilà. Donc moins 1, plus ou moins I. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont simplifié ça. Par 4, ça se divise par 4, ça? Racine de 19. Et racine de 19. Voilà, ouais, 9 fois 4, 36. C'est ça. Donc, on a les solutions. Donc, on sait que on a x de t d'abord. X de t qui va être une combinaison linéaire de... alors, cosinus... donc racine de 19. Alors je vais le poser, je vais prendre les notations hein, pour éviter de. Je vais reprendre les notations qui sont là pour éviter de tout recopier. Donc c'est R, où je vais mettre moins 1, plus ou moins I oméga, avec oméga qui est racine de 19, parce que j'ai pas envie de recopier racine de 19 tout le temps. Donc lambda cos oméga t plus mu sin oméga t, voilà, fois exponentielle de RT, c'est-à-dire exponentielle de moins t ici. Exponentielle de moins t. Voilà, avec oméga égale racine de 19. Bon, normalement en physique, on ne met pas racine de 19. D'ailleurs, on écrit sa valeur numérique. Il y en a qui ont calculé déjà combien ça faisait à peu près. Ah bah d'ailleurs, oui, 4,36, j'aurais dû réfléchir, y penser. C'est dans l'énoncé, donc à peu près égal à 4,36 secondes moins 1. Voilà, c'est vrai que la solution était déjà indiquée. Bon, ça c'est x. Pour avoir L, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il suffit de rajouter L équilibre. On a L qui est égal à x plus L équilibre. Alors, ben, il faut le calculer, le L équilibre. On a toutes les données. Hein, donc, dites-moi combien vaut numériquement ce L équilibre. L'expression de L équilibre, on l'a déjà écrite, hein, puisqu'on avait K L équilibre. Il y en a qui l'ont, la valeur numérique? 1,48. Merci. Voilà. Et donc, on peut écrire L de t, qui est donc égal à x de t plus L équilibre. Et puis voilà, donc on recopie. Oscillation sinusoïdale, amortissement exponentiel, et on rajoute la constante 1,48. Voilà, donc on a presque fini. Il manque juste à déterminer les constantes lambda et mu, qui sont mathématiquement indéterminées. Ce sont les conditions initiales qui permettent de trouver lambda et mu. Donc c'est la dernière étape. Allez-y, vous regardez ce qu'on dit dans l'énoncé. On vous dit le ressort était tiré jusqu'à une longueur L égale 2 mètres, c'est-à-dire qu'on démarre à partir de L égale 2 mètres, et là on la lance vers le bas avec une vitesse 2 mètres par seconde. Donc a priori il faut faire attention au signe, hein. Quand on vous dit vers le bas, c'est pas vers le haut, vous imaginez bien que ça fait pas la même chose si on lance la masse vers le haut ou vers le bas, à partir d'une position quelconque. Donc a priori il faut se poser les questions de signe. Bon, vers le bas, ici, sur ce dessin, vous voyez bien que ça a tendance à allonger le ressort. Donc, ça correspond à une certaine valeur de L point. L point égale, on le dit, c'est V0, 2 mètres par seconde.
Donc à l'instant 0, vous avez L point qui vaut 2 mètres par seconde. Ça c'est une des conditions. Puis l'autre condition, c'est L égale 2 mètres. C'est la longueur initiale. Donc on y va, c'est le petit 4. On a comme condition initiale L de 0 égale 2 mètres. Hein, donc c'est voilà, c'est juste noté 2 mètres. Je vais l'appeler L0 si on veut. Et puis L point de 0, qui est V0, c'est 2 mètres par seconde. Hein, plus 2 mètres par seconde. Voilà. Donc allez-y, vous avez l'expression de L au cours du temps. Vous devez respecter ces deux conditions-là. Vous avez deux équations pour deux inconnus. Oui. C'est 1 mètre par seconde. C'est 1 mètre. L à l'instant 0. Le ressort était tiré jusqu'à une longueur 2 mètres. Ah oui, oui, pardon. C'est-à-dire que effectivement, je n'ai pas le droit d'utiliser la notation L0, puisque L0 est déjà pris pour la longueur à vide du ressort. Il faut faire attention à ça. Voilà, c'est dangereux de l'écrire comme ça, donc bon, je vais laisser L à l'instant 0. Voilà. Alors, c'est marqué dans l'énoncé, le ressort, hein, condition initiale, on étire le ressort jusqu'à la longueur L égale 2 mètres. Vous voyez, donc par exemple, voilà, le ressort, on l'a étiré, enfin la masse, elle se trouve à 2 mètres en dessous du point de fixation du ressort. Et dans cette situation-là, là on est à l'instant 0, à cet instant-là, on envoie la masse avec une certaine vitesse, 2 mètres par seconde vers le bas. Donc, quelle était la longueur du ressort à l'instant 0 ? Ben, on l'a sous les yeux, c'est 2 mètres. Voilà. Donc allez-y, vérifiez les conditions initiales. Alors attention à un truc, vous avez un produit de deux fonctions. Hein. Vous avez une exponentielle et vous avez des sinus-cosinus. Alors la première condition initiale, je la fais parce que je pense que vous n'avez aucune difficulté là-dessus. J'écris qu'à l'instant 0, cette longueur vaut 2 mètres. Donc je remplace t par 0 dans toute l'expression. Donc L, je vais mettre or, L à l'instant 0, d'après cette expression, c'est égal à lambda fois 1 plus mu fois 0, puisque sinus de 0, vous savez que ça fait 0, exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, et puis il reste quand même le 1,48. Voilà, faut que j'oublie ça. Bon, donc c'est égal, je recopie un peu plus simplement, ça fait donc lambda plus 1,48. Donc ça y est, j'ai déjà la constante lambda. Je veux que tout ça se soit égal, d'après les conditions initiales, je veux que ce soit égal à 2 mètres. Voilà. Et donc j'ai lambda, c'est 2 mètres moins 1,48, donc ça fait 0,52 mètres. C'est homogène à une longueur lambda. Voilà. J'ai une des deux constantes. Mais là, j'ai fait le plus facile. Maintenant, il reste calculer la dérivée de L et sa valeur, notamment à l'instant 0, pour avoir la constante mu. Alors, peut-être pour ne pas vous tromper, peut-être commencer par calculer de manière littérale la dérivée, et ensuite seulement vous remplacez t par 0 dans la dérivée. Lambda à une unité parce qu'on est en physique, je dirais, et que, regardez, on le voit en fait ici, ça c'est une longueur, donc tout ça c'est une longueur. Or une exponentielle n'a pas d'unité, n'a pas de dimension, un sinus et un cosinus n'ont pas de dimension. Donc forcément il faut que ce cosinus soit multiplié par une longueur. Voilà. Alors Rodrigue, mettons, est-ce qu'elle est faite cette dérivation? Alors dictez-moi. Fois moins sinus, vous avez dit? Il n'y a pas de mu? Si, c'est ça, vous avez dit. Fois mu, fois cos, 4,36.
Facteur de et non. Donc c'est pour ça que j'ai insisté, attention, c'est un produit de fonction. Comment est-ce que vous dérivez le produit U fois V en mathématiques? C'est quoi la formule? Voilà. Donc mettons que tout ça c'est U, si vous voulez, je vais le mettre en couleur. Ça c'est le U, et ça c'est le... Là c'est le V. Donc là ce que vous avez fait en gros c'est U'. Donc c'est U' fois V, bah, je recopie le V exponentielle moins T, tout simplement. Puis après, bah, il faut que je rajoute plus UV'. Donc je recopie ce truc-là. Alors le lambda, d'ailleurs, on sait combien il vaut, mais ok, on va laisser pour l'instant comme ça. Et donc c'est là qu'apparaît le moins exponentielle moins t, comme vous avez dit. Okay. Bon, ça c'est l'expression de la dérivée ou de la vitesse à l'instant t. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'instant 0. Donc si je remplace t par 0, les sinus s'annulent. Sinus de 0, ça fait 0. Et les cosinus, ils donnent 1. Voilà, donc ça donne quelque chose de relativement plus sympathique. Donc j'ai 4,36 mu. Alors, mu, est-ce qu'on le connaît? Non, pas encore, je le laisse. Donc, 4,36 mu fois 1, fois exponentielle de 0 qui vaut 1. Et ensuite, j'ai ici plus lambda fois, bon, lambda que je connais, fois 4, fois cos de 0 qui vaut 1. Et fois moins exponentielle de 0 qui vaut moins 1. Voilà. Vous vérifiez en même temps si je ne me suis pas trompé. Donc le lambda, on le connaît, c'est 0,52. Et donc il faut que ceci soit égal à 2 mètres par seconde, plus 2 mètres par seconde, puisque c'est vers le bas. Voilà. Et donc on en déduit mu. Hein, vérifiez que je ne me suis pas trompé. Hein. Donc ça nous fait 2 plus 0,52 sur 4,36. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça puis qui ont déjà fait le calcul? Oui. 0,58. Ok. Bon, ou 57, je sais pas, hein, on va pas chipoter pour ça. 0,58, bah, c'est des mètres aussi, hein, pour la même raison que précédemment. Voilà. Donc ça y est, on a tout déterminé. Ça c'est donc mu. Voilà, je les souligne, les résultats. Et ici on a lambda. Et donc ça y est, on a l'expression de la longueur au cours du temps. Alors je m'aperçois juste d'un truc, c'est que j'aurais dû écrire A et B au lieu de lambda et mu. Hein. Je suis parti des notations du cours de maths. Normalement, il faut prendre les notations de l'énoncé. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vous voyez que c'est pas très compliqué. Hein. Une fois qu'on a, bon, faut avoir compris faut avoir retenu les résultats de mathématiques. Mais à part ça, il y a aucune difficulté. Voilà. Donc c'est la dernière notion. Je ne vais pas faire. Je ne vais pas faire les changements de référentiel puisque avec le nouveau programme, je suis obligé de m'arrêter avant l'accélération. Bon, donc ça présente plus tellement d'intérêt. Je vais juste faire le moment cinétique et après, ben, si on a fini, on fait des exercices hein, sur la dernière séance qui nous restera. Donc le moment cinétique, c'est une notion que vous allez beaucoup utiliser en mécanique du solide, donc c'est plutôt à la fin de l'année, mais c'est une notion qui a déjà un intérêt en mécanique du point. Bon, ceux qui ont fait SI, il y en a combien qui ont fait SI, oui, sciences de l'ingénieur, il y en a combien dans la salle qui ont fait sciences de l'ingénieur? Ouais, pas beaucoup. Bon, bah, vous avez déjà vu le moment cinétique. Hein, voilà. Alors, donc ça sert beaucoup en mécanique du solide, mais je vais vous montrer qu'on peut résoudre déjà quelques exercices avec ça. En mécanique du point. Donc le moment cinétique d'un point matériel
Je vous rappelle que nous, on fait de la mécanique du point, donc les objets sont considérés comme étant compactés au niveau de leur centre, hein, en quelque sorte. Toute leur masse est ramenée à un point. C'est pour ça que je dis point matériel. Donc le moment cinétique d'un point matériel, je vais le noter A de masse M par rapport à un point O. Et bon, bah, c'est une certaine quantité qu'on note. Alors il y a différentes notations qui sont utilisées dans les livres de prépa. La notation qui est recommandée de manière internationale, c'est ça, c'est L. L avec en indice le point par rapport auquel on calcule ce fameux moment cinétique. Bon, c'est un vecteur, donc je mets une flèche par-dessus. Alors ceci dit, dans beaucoup de livres de mécanique français et encore certains livres de prépa, on utilise une autre notation. Alors je ne sais pas d'ailleurs en SI, qu'est-ce que vous utilisez comme notation pour le moment cinétique? Vous savez plus? Ceux qui font SI, vous utilisez quoi en terminale? Vous avez plus idée? Bon. L'autre notation qu'on trouve encore dans les bouquins, c'est sigma. Voilà. Donc, en mécanique du solide avec mon collègue, je crois qu'il utilise dans son cours la notation sigma, hein, mais qui tend à disparaître un petit peu dans les bouquins. Donc, par définition, ça c'est juste les notations. Moi, je vais utiliser sigma pour que ça ne vous fasse pas trop de changements avec le cours de mécanique du solide. Et donc, la définition de ce moment cinétique, c'est le produit vectoriel OA. Donc c'est le vecteur position, OA, si vous voulez, c'est le point que je suis, il est en A. Et je fais le produit vectoriel de ça avec un autre vecteur, bien sûr, et cet autre vecteur, c'est la quantité de mouvement. Alors la quantité de mouvement, je ne sais plus si je l'ai définie, donc je vais l'écrire mv de ce point A. J'ai déjà écrit que P égale mv. Ouais. Bon, on ne l'a pas trop utilisé parce que c'est vrai que ça s'utilise surtout pour les chocs, et les chocs sont devenus hors programme. Donc voilà, on peut à la limite l'oublier. Voilà la définition du moment cinétique. Alors, pour les unités, tenez, dites-moi quelle est la dimension, à partir des dimensions de base, quelle est la dimension d'un moment cinétique? Allez-y, je laisse réfléchir un petit peu. Bon, c'est pas très long parce qu'on a un produit vectoriel qui se comporte comme un produit, hein, du point de vue des dimensions. Oui, la dimension en fonction de masse, longueur et temps. Temps puissance moins 1. Okay. On peut l'écrire comme ça. Alors, ça, vous pouvez vérifier que ça correspond aussi à des joules fois des secondes. Vérifiez à titre d'exercice chez vous, si vous voulez. On peut vérifier que ou joule seconde moins 1. D'accord ? Voilà, ça peut servir. Alors, si on introduit une grandeur comme ça, en fait, c'est comme quand on introduit dans le paragraphe d'avant l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Ça, c'est utile parce qu'il y a un théorème derrière. Et donc, le théorème qui va avec le moment cinétique s'appelle théorème du moment cinétique. Alors, on se place bien sûr dans un référentiel galiléen. Je le réécris, mais c'est sous-entendu, c'est en filigrane dans tout le cours, puisqu'on ne fait pas les référentiels non galiléens. Oui. Fois seconde. Ah, fois seconde. Excusez-moi.
Donc, dans un référentiel galiléen, on va considérer le cas d'un point O qui est fixe dans un référentiel galiléen, je vais le mettre comme ça, pour un point O fixe, bien, je vais dériver ce moment cinétique par rapport à O, je le dérive par rapport au temps. Donc, c'est un produit vectoriel. C'est-à-dire, c'est mathématiquement, c'est un produit. Quand vous écrivez les composantes du produit vectoriel, vous ne faites que des produits. Donc, c'est les mêmes règles de dérivation que pour un produit simple. Hein, j'avais écrit tout à l'heure, la dérivée de UV, c'est U'V plus UV'. Ben, je fais exactement la même chose. Ça, c'est U, ça, c'est V. Donc, je commence par dériver ça. Je multiplie par MV vectoriellement. Puis après, je prends OA et je multiplie par la dérivée de MV. Donc, ça nous fait, je l'écris, ça nous fait D de OA sur DT, c'est-à-dire vecteur position OA, que multiplie M fois vitesse de A. Ça, c'est le premier terme, c'est le terme U'V. Puis je rajoute le terme UV'. Donc, dérivée par rapport au temps de MV. Alors, maintenant, ça, en fait, je vous rappelle que A, c'est la position du point que je suis en train de suivre. Ça veut dire que Théo, qu'est-ce que ça représente? La quantité que je viens d'entourer. Ça représente un truc tout simple. O, c'est le point origine du repère. Voilà, c'est la vitesse. Hein. O, c'est un point fixe. Bon, on va le prendre en général comme on peut le prendre comme origine du repère, mais peu importe, c'est un point fixe. Donc, cette dérivée-là, c'est simplement la vitesse du point A. D'accord ? Donc, ça, c'est VA. Et maintenant, si on se rappelle un petit peu du produit vectoriel, est-ce que quelqu'un pourrait me dire combien vaut ce produit vectoriel? Ça vaut quelque chose d'assez simple. Et combien ça vaut et pourquoi? Alors, le truc important que vous avez dit, c'est fois sinus de l'angle entre les deux. Or, combien vaut l'angle entre ces deux vecteurs? Ça vaut 0. D'accord? Donc, le produit vectoriel, il vaut 0, tout simplement. Alors, c'est un vecteur, donc on peut mettre vecteur nul. Quand vous faites le produit vectoriel de deux vecteurs qui sont collinéaires, ça fait 0, tout simplement. Donc, le premier terme, il s'annule. Et deuxième chose que l'on remarque, c'est que la dérivée, on a ici la dérivée de MV, mais M, c'est une constante. Donc, je peux sortir M de la dérivée, et il me reste évidemment la dérivée de la vitesse, qui est par définition l'accélération. Donc, ça, c'est M fois l'accélération du point A. Voilà, donc au final, alors c'est pas tout à fait terminé, mais voilà, je peux écrire que c'est OA, produit vectoriel, M fois l'accélération du point A. Voilà. Vous me dites s'il y a un truc pas clair là-dedans. Et maintenant, je vais exploiter le fait que le référentiel est supposé galiléen. Et vous savez que dans ce cas-là, on peut appliquer le PFD. Masse fois accélération, c'est la somme des forces exercées sur le point en question, sur le point A. Alors la somme des forces, je vais regrouper toutes les forces. La somme, je vais la regrouper, je vais l'appeler grand F. Et donc je vais écrire, finalement, j'ai la dérivée du moment cinétique de ce point matériel par rapport au temps, c'est égal à OA, produit vectoriel, la force exercée, la force totale exercée sur le point A. Force totale exercée sur A. D'accord ? Voilà. C'est ça le théorème du moment cinétique. Et vous allez voir qu'avec ça, il y a pas mal de problèmes qui se traitent plus facilement qu'en utilisant directement la loi de Newton. Notamment quand il y a des objets qui tournent autour d'un point, c'est assez rapide d'utiliser ce théorème-là, même si je sais bien qu'au début, ça peut vous sembler compliqué d'utiliser un produit vectoriel. Voilà. Alors, il se trouve que cette quantité-là,
elle a un nom. Donc ça, c'est le moment en haut de la force F. J'écris son nom, moment en haut de la force F. Voilà. Voilà, donc le théorème du moment cinétique, ça consiste à dire que par rapport à un point fixe O, la dérivée du moment cinétique, c'est le moment des forces appliquées au système. Oui. Alors, effectivement, si c'est circulaire uniforme, oui, ça va être égal à 0. Bon, on va le voir, on va faire un exemple simple que vous connaissez déjà, on va faire le cas du pendule. Voilà. Bon, si vous voulez, le moment, c'est ce qui, on peut considérer, pour simplifier, enfin vous verrez ça en mécanique du solide surtout, le moment, c'est ce qui met en rotation. La force, c'est ce qui met en translation. Donc c'est un petit peu l'équivalent du PFD, somme des forces égale masse fois accélération. Si la somme des forces est différente de 0, ça met en translation. Si le moment total est différent de 0, ça met en rotation. Voilà l'idée qu'on utilise surtout en mécanique du solide. Alors, moi je vais pas tellement rentrer dans ces notations-là. Vous verrez aussi d'autres notations que vous avez peut-être utilisées en SI, c'est la notation des torseurs. Je ne sais pas si ça vous connaissez. Voilà, mais alors ça, moi je n'utilise pas du tout les torseurs en mécanique du point. C'est vraiment une notion de mécanique du solide. Alors, je fais tout de suite un exemple. Ouais, j'avais mis exemple en 4. Tiens, théorème. Bon, bah tant pis pour les... J'ai mis un petit 2 théorème. Oui, j'ai mis le petit 2. Alors, je mets directement un exemple. Je ne vais pas faire le moment par rapport à un axe qui s'utilise surtout en mécanique du solide. Donc, 4. Exemple. Et donc, pour que vous ne soyez pas trop dépaysés, je prends l'exemple du pendule simple. Je vous rappelle que le pendule simple, donc le problème, ça consiste à retrouver l'équation du mouvement de la masse que j'attache à un fil, en négligeant les frottements. Et ça, on l'a déjà résolu de 2 façons différentes. Première façon, on a utilisé les lois de Newton, somme des forces égale masse fois accélération. Et deuxième façon, on a utilisé le théorème de la puissance mécanique. Et ben, vous allez voir qu'on va retrouver la même équation du mouvement, évidemment, mais en utilisant le théorème du moment cinétique. Donc voilà, j'ai un point de fixation O. Je dessine la verticale. Un fil de longueur L. J'ai une masse ici. Le fil, il est supposé idéal. Donc la masse décrit des arcs de cercle. On a un mouvement circulaire. Je dessine les forces qui s'appliquent sur la masse. Il y en a 2, puisque je néglige les forces de frottement. Il y a le poids d'une part et la force T exercée par le fil. Je veux appliquer le théorème qui est écrit à gauche. Donc il y a 2 quantités que je dois calculer. Il y a le moment des forces exercées sur la masse, d'une part. On va commencer par ça, mettons. Puis après, il faudra que je calcule le moment cinétique que je dérive, puis que j'égalise le moment des forces et la dérivée du moment cinétique par rapport au point fixe O. Donc j'y vais, je commence par le moment des forces. Donc, il y a 2 forces. Alors, je vais les faire séparément, mettons. Le moment de la force T, le moment en haut, de la tension du fil. Qu'est-ce que c'est par définition? Alors, le point ici, c'est... Je vais l'appeler... allez, je vais l'appeler A, parce que j'ai mis un A là-bas. Donc, c'est OA, produit vectoriel T. Alors, ambre, c'est pas si, c'est ambre, c'est bien ça. Qu'est-ce que ça vaut OA vectoriel T? Regardez le schéma. Pensez à ce qu'on a dit du produit vectoriel juste avant. Ça fait 0, effectivement, parce qu'on a 2 vecteurs qui sont alignés. Bon, ils sont de sens opposé,
Mais ça veut dire quoi si vous faites le calcul, hein, je vous rappelle, la norme du produit vectoriel, c'est la norme de l'un des vecteurs fois la norme de l'autre vecteur fois le sinus de l'angle entre les deux. Si on dit qu'on a un angle de 180 degrés au pi radian, bah, sinus 180, sinus de pi, ça fait 0. Donc quand vous avez deux vecteurs alignés, vous savez que le produit vectoriel, il vaut 0. Voilà. Donc c'est réglé, oui. C'est parce que je suis distrait. C'est ça le truc, il faut mettre un vecteur, effectivement. Alors maintenant, le moment du poids. Un peu plus costaud celui-là. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Peut-être que je vais faire les trois. Première façon de faire, que je ne recommande pas en général, mais qui est assez systématique, c'est d'écrire les coordonnées des vecteurs en question. Donc ici, c'est le vecteur OA et le vecteur poids. Quelles sont les coordonnées, par exemple, dans un repère cartésien? On peut prendre n'importe quelle base orthonormée directe pour faire le calcul, mais si vous voulez, par exemple, pour fixer les idées, je pense que c'est ce qui vous paraîtra le plus simple, je vais mettre un axe X, comme ça, à l'horizontale. Je vais mettre un axe Y à la verticale, avec une autre couleur. Et vous allez écrire les coordonnées de ces deux vecteurs. Alors, c'est pas terrible de mettre Y vers le bas parce que ça fait pas un repère direct. Je vais mettre Z, excusez-moi, ici vers le bas. Voilà. Et l'axe Y, tiens, petite révision. Demandez-vous si je veux avoir une base orthonormée directe, comment est-ce qu'il faut que je mette l'axe Y? Alors Tanguy, il pointe vers nous, c'est ça. Hein? Donc bon, entraînez-vous avec vos mains. Voilà. Donc allez-y, je voudrais que vous écriviez les coordonnées dans cette base orthonormée O, X, Y, Z. Quelles sont les coordonnées, les trois coordonnées du vecteur position OA, sachant que on a un angle θ, on va prendre toujours les mêmes notations, entre le fil et la verticale. Et quelles sont les coordonnées du vecteur poids? Puis après, une petite révision, qu'est-ce que ça fait quand on a les coordonnées? Comment est-ce qu'on calcule le produit vectoriel? Donc là, c'est de la trigonométrie. Hein, on écrit le vecteur OA, on écrit ses composantes dans le repère O, X, Y, Z. Alors, c'est pour donner réponse? Oui, alors allez-y, ok. Donc, pour OA, quelles sont ses coordonnées? Quelle est la composante X? L sinus θ, effectivement. Alors, j'explique rapidement. La composante X, ça correspond à cette longueur-là. Donc, vous avez un triangle rectangle avec une longueur L ici, un angle θ. Je projette en face L sinus θ. Voilà. Ensuite, suivant Y, 0. Et suivant Z, L cosinus θ. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Et puis pour le poids, c'est facile. Le poids, il y a visiblement une seule composante qui est suivant Z. Donc c'est mg. 0 pour le reste. Oui? Alors, non, parce que regardez, de O vers A, je me déplace de O vers A. Il y a bien on part vers la droite, donc du point de vue de l'axe des X, c'est bien dans le même sens que l'axe des X. Et on pointe vers le bas, donc c'est bien dans le sens de l'axe Z. Donc c'est des signes plus partout. Okay. Bon, alors maintenant que vous avez ça, vérifiez quelle est l'expression du produit vectoriel. Ah, moment, c'est la dernière lettre de moment. Bon, des fois on l'écrit pas le T. Voilà. Oui, comme je ne l'ai pas écrit avant, je ne vais pas l'écrire non plus ici. Allez, Hugo, combien ça fait alors? Quelles sont les coordonnées? 0. 0. Non, alors la deuxième composante, c'est pas 0. Alors, oui. Oui. Voilà. Moins mg, L, sinus θ. D'accord? Bon, faut réviser la définition de ce qu'on avait obtenu. Et après, c'est 0. Voilà. Donc, finalement, on peut dire que c'est moins mgl sinus θ, alors j'ai pas la place de l'écrire, fois
EY. Hein. Voilà le moment. Bon, je vais l'écrire en dessous peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, alors maintenant, on calcule le moment cinétique. D'autre part, le moment cinétique, donc que je note sigma O. Bon, je vous rappelle que c'est OA, produit vectoriel MV. Alors, là, le calcul qu'on vient de faire, on vient de faire en coordonnées cartésiennes. On aurait très bien pu prendre les coordonnées polaires pour le faire. Pourquoi? Parce que la base polaire, la base des polaires, c'est aussi une base orthonormée directe. Bon, et là, je pense à ça particulièrement ici, parce que c'est quand même plus simple de faire ce genre de calcul dans la base polaire. Regardez ici, je le fais, OA. Qu'est-ce que c'est dans la base polaire, OA? Ben, il suffit de redessiner, pour l'avoir en tête, les vecteurs de la base polaire. Ici, je vous rappelle qu'on a ER qui est orienté comme ça, et on a Eθ qui est tangent à la trajectoire, puisqu'il s'agit d'une trajectoire circulaire. Tout le monde comprend ma base polaire. Bon. Donc, j'écris ici OA. OA, je vous rappelle que quand on écrit dans la base polaire, c'est ou la base cylindrique, puisque là, j'ai besoin aussi de la troisième dimension. Donc, on a ER, Eθ, et puis le vecteur qui vient vers nous, c'est EY. Base cylindrique. Bon, bah, qu'est-ce que c'est que le vecteur position OA? Alors, Francesco, en coordonnées, le point A, il est dans le plan XZ. Donc, sa coordonnée Y, c'est 0. Donc, on se ramène du coup aux coordonnées polaires. Quelles sont, dans la base polaire, quelles sont les coordonnées du vecteur position? Alors, la question que je vous pose, c'est une sorte de question de cours. Quand on écrit dans la base polaire, dans un plan, comment on écrit le vecteur position? C'est combien de fois ER, combien de fois Eθ? Alors, c'est pas ER égale L, c'est L fois ER et c'est quoi? Θ? Je mets θ ici? C'est ça votre réponse? Cos θ? Vous êtes sûr de vous ou pas? L cos θ. Non, mais c'est pas au petit bonheur la chance. Il faut, soit vous dites, bon bah je sais pas, soit vous prenez le temps, d'y réfléchir avant de... Et ça, j'avais prévenu, c'est une erreur courante. D'accord? Alors qui est sûr de lui dans la base polaire? C'est 0. D'accord? Il suffit de regarder le schéma. Le vecteur position, qu'est-ce que c'est? Le vecteur position, c'est OA. Par définition de ER, le vecteur ER, il est dans la direction OA. Donc OA n'a qu'une composante suivant ER, il n'a pas de composante suivant Eθ. Attention à cette erreur, c'est une erreur assez courante. Bon. Donc ici, 0. Et puis la longueur du fil, on l'a supposé fil idéal, ça ne se déforme pas, c'est grand L. Voilà. Bon, ça c'est juste OA. Il me reste à faire le produit de ça avec MV. Et MV, qu'est-ce qu'il a comme composante? MV. R point. Alors, oui, effectivement, alors, si vous voulez, on peut l'écrire R point, mais on va le changer juste après. Je rajoute un M devant parce que j'ai dit MV, et sinon, voilà, M, R, θ point. Voilà. Et puis, 0, puisque ça se déplace dans le plan. Le plan des coordonnées polaires. Alors, tout de suite, une petite remarque. Bah, Tristan, peut-être vous pouvez le dire. En fait, R point, ça vaut combien ici? Ça vaut 0 parce que quoi?
parce que R est constante, ça vaut, R vaut L. D'accord? Donc R, on peut le remplacer par L, et ça c'est 0. D'accord? Donc voilà, on peut écrire son produit vectoriel. Ça fait donc M fois, je vais l'écrire comme ça, un peu plus abrégé, L 0, 0, produit vectoriel, 0, L θ point, et 0. Alors attendez, θ, oui c'est ça, et 0. Voilà. Il manque quelque chose? Le M, je l'ai mis devant. Oui. Le M, je l'ai mis en facteur, si vous voulez. Et le L? Oui. Ça, là, j'ai recopié simplement cette colonne-là. Et là, j'ai 0, L θ point 0. 0, L θ point 0. Okay. Donc, ici, on est en train de travailler en coordonnées cylindriques. Peu importe la base des coordonnées cylindriques, ici c'est ER, Eθ et EY, c'est aussi une base orthonormée directe, donc c'est les mêmes règles de calcul qu'en coordonnées cartésiennes. Donc, exprimer ça, combien est-ce que ça vaut? Alors, il n'y a qu'un terme non nul, ça se voit tout de suite, et donc ce terme non nul, il vaut, voilà, M, L carré, θ point, et il est suivant EY. Voilà, ça c'est suivant Y, ER, Eθ. Voilà. Bon, ben alors, il ne reste plus qu'à appliquer le théorème du moment cinétique qui dit que la dérivée de cette quantité, le moment cinétique en haut, c'est égal au moment des forces qu'on a déjà calculé, que j'ai dû laisser au tableau, qui est là. Donc on y va. Alors, petite remarque, le théorème du moment cinétique, souvent en mécanique du solide, on l'appelle théorème du moment dynamique. Parce qu'on l'écrit un tout petit peu différemment, mais c'est la même chose. Hein. Donc, le théorème du moment cinétique, il me dit que la dérivée du moment cinétique qu'on vient de calculer, la dérivée par rapport au temps, de M, L carré, θ point, EY, c'est égal au moment des forces, à la somme des moments des forces. Donc on avait 0 plus moins MGL sinus θ EY. Donc c'est moins MGL sin θ EY. Alors, je sors ce qui est constant, je simplifie par les EY, il y a une seule composante, et donc ça me fait ML carré, dérivée de θ, ça s'appelle θ 2 points, égale moins MGL sinus θ. Je peux encore simplifier, je vais diviser par ML carré à gauche et à droite, j'obtiens θ 2 points plus G sur L sinus θ est égal à 0. Or ça, vous l'avez peut-être maintenant en tête, je ne sais pas si vous l'avez retenu, hein, je n'ai pas à apprendre par cœur, mais c'est exactement l'équation différentielle qu'on a déjà obtenue 2 fois. Et on a 2 fois, pour la résoudre, cette équation, on a fait en plus l'hypothèse, si θ est très petit devant 1, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, sinus θ, c'est quasiment θ. Et donc, j'aboutis à cette équation-là que vous savez résoudre. C'est une équation différentielle, homogène, linéaire, du deuxième degré, coefficient constant. Donc, exactement ce que vous savez résoudre par cœur. Et donc, vous avez une solution en A cos oméga t plus B sinus oméga t. Allez, je vais l'écrire. Ça nous fait θ de t égale A cos oméga t plus B sin oméga t avec oméga carré égale G sur L. Voilà, donc on a résolu une 3e fois ce problème du pendule simple
avec donc une troisième méthode, méthode du moment cinétique. Alors là, je reconnais, la première fois que vous voyez ça, ça peut vous apparaître un peu plus compliqué. Mais vous allez voir dans la feuille de TD, hein, si vous faites le dernier exercice de la feuille de TD, on le fera ensemble, vous allez voir que c'est difficile de traiter ce problème-là sans passer par le moment cinétique. Voilà. Bon, et ben bonne journée.